Analyse des groupes. Les témoins de Jéhovah. L'une des choses les plus intéressantes qui a retenu mon attention lorsque j'étudiais le communisme était le phénomène de mentalité de groupe. Les êtres humains, en tant qu'êtres sociaux, s'organisent en groupes. Mais dire cela et ne rien dire, c'est la même chose. C'est pour cela que je propose de faire une analyse de ce que j'ai déjà appris et de l'appliquer à la réalité de mon présent historique. Un présent qui se déroule en Amérique du Nord, plus précisément dans la ville de Montréal. Mais pour comprendre cette analyse, il faut se rappeler les groupes auxquels on a participé et la dernière réunion en groupe à laquelle on a été présent. Je commencerai par définir ce que j'appelle le syndrome de mentalité de groupe. Définition. Forte solidarité qui émane de groupes très soudés et qui les amène à tout faire pour le groupe et à obéir à ses règles. Note. Le syndrome est un ensemble de symptômes. Un symptôme est une indication ou un signe que quelque chose va se produire. Et qu'entend-on par cohésion? Il faut prendre des risques et aussi proposer une définition de la cohésion pour que notre travail soit intelligible. Définition de la cohésion. Cela se produit lorsque des personnes ou des groupes apparentés commencent à développer une identité commune, des attributs communs, des frontières communes et une conscience plus aiguë qu'ils font partie d'une entreprise, d'un destin commun. Afin d'analyser de manière matériellement compréhensible ce que nous entendons par la théorie du syndrome de mentalité de groupe, nous allons nous appuyer sur un exemple frappant, les témoins de Jéhovah, en tant que groupe phénoménique et empirique de notre réalité. Les témoins de Jéhovah ont accepté et obéi aux changements successifs et contradictoires survenus en leur sein. C'est pour cette raison que nous considérons ce groupe comme étant parfait pour notre analyse. Les symptômes dont souffrent les groupes sont très divers. Essayons d'en énumérer quelques-uns. Premier symptôme, l'illusion de l'invulnérabilité. Charles T. Russell, fondateur et président de la secte de 1876 à 1917, affirmait que Jésus-Christ était venu de manière invisible ou spirituelle en 1984. Son successeur, Joe Franklin Rutherford, proclame que la fin du monde aurait lieu en 1925, mais il reste président de la secte jusqu'en 1942. Il élimine toutes les œuvres écrites de son prédécesseur. À partir de 1942, Nathan Homer Nord élimina également les œuvres écrites de son prédécesseur et continua de dire que la fin du monde était proche, mais il eut au moins la sagesse et la prudence de ne donner aucune date. Les adeptes de cette secte n'exercent pas leur jugement critique pour se rendre compte des mensonges de leurs dirigeants. Ce manque de réflexion leur donne l'illusion qu'ils sont invulnérables. L'idée d'invulnérabilité fait que les membres du groupe ne se rendent pas compte des erreurs, des fautes, des incohérences dans les projets du groupe. Ce symptôme n'affecte pas seulement les témoins de Jéhovah. Le deuxième symptôme est une recherche de l'argumentation sophistiquée du comportement. Les groupes et les sectes se caractérisent par les interdits auxquels sont soumis leurs membres, et l'une des caractéristiques de ces interdits est leur manque de rationalité. Les témoins de Jéhovah, selon certains anciens membres, ont plus de 50 interdictions. Parce qu'ils ont de nombreuses interdictions et parce qu'ils sont de simples êtres humains, les témoins de Jéhovah doivent trouver un moyen d'échapper à certaines interdictions pour souvent servir des intérêts mesquins. Cette justification du comportement, même si elle est irrationnelle et illégale, facilite la commission de crimes par les membres de la secte. Par exemple, dans certaines religions, y compris la secte des témoins de Jéhovah, les prêtres, pasteurs, imams profitent des femmes, arguant que leur beauté est si grande que même eux, qui sont des êtres de lumière, se laissent emporter par leur beauté. C'est une justification sophistiquée du viol sexuel. Un autre exemple serait que dans un groupe, lorsque l'erreur est confirmée, on la justifie en disant que c'était la meilleure chose à faire, que les risques ne pouvaient être entrevus ou devinés, qu'il fallait commencer à regarder vers l'avenir, etc. Mais ce symptôme n'affecte pas seulement les groupes religieux, il affecte n'importe quel groupe, c'est juste une question de degré. Le troisième symptôme, c'est la censure et l'autocensure des membres du groupe. Comment se produit ce phénomène?
Il se produit en minimisant des arguments contraires à ceux du groupe. Ce type de comportement est également observé dans le journalisme. L'autocensure est si grande dans certains groupes que les gens préfèrent se distancier des arguments opposés, même s'ils savent que ces arguments ont une part de vérité, ils préfèrent les nier et, en même temps, se refusent la possibilité de sortir de l'erreur dans laquelle ils se trouvent. Chez les témoins de Jéhovah, l'autocensure se produit parce qu'ils sont loin de leur être rationnel et des opinions contraires à la secte, des opinions qui, comme nous l'avons déjà dit, sont la porte de sortie de l'opinion unanime imposée par le groupe. Les témoins de Jéhovah, comme d'autres groupes, sont réticents à la présence d'autres personnes n'appartenant pas au groupe. L'autocensure du groupe et l'autocensure des membres du groupe sont des moyens pour tenter de protéger le groupe contre les idées qui pourraient remettre en question certains dogmes du groupe. Le 4e symptôme, l'illusion de l'unanimité. Ce symptôme est très facile à reconnaître. Il peut être expliqué par la phrase suivante. Nous sommes un groupe fort et nous finirons par gagner. Nos adversaires sont des gens stupides, faibles et méchants. Les illusions d'invulnérabilité et d'unanimité sont corroborées par la suppression des doutes personnels, par peur d'être reconnus comme faibles ou pas intelligents. Par exemple, les témoins de Jéhovah se caractérisent par une diabolisation structurée et implacable de toutes les autres religions. Pour eux, le monde est divisé en deux. Les gens qui n'appartiennent pas à leur religion et sont donc condamnés, et eux, les êtres supérieurs, les êtres qui comprennent la grande vérité. Ceci est également caractéristique des groupes politiques. Depuis le 3e siècle, le manichéisme fait partie de la structure de l'Occident. L'élimination de la pensée manichéenne est considérée comme l'un des exercices intellectuels les plus ardus qui puissent être exercés. La politique, surtout depuis le 18e siècle, a su très bien exploiter le manichéisme. La structure politique actuelle elle-même, divisée entre droite et gauche, libéraux et conservateurs, démocrates et républicains, est du manichéisme du premier degré. Le 5e symptôme, la police mentale. Ce sont les personnes qui se consacrent à protéger le groupe des informations indésirables qui pourraient le réveiller. Parfois, ce sont des gens qui, sans que personne ne les nomme, assument le rôle de censeurs et estiment avoir le droit de réduire les dissidents au silence. Ce rôle est parfois joué par les chefs de groupe eux-mêmes, d'autres fois par des acteurs spontanés et d'autres fois moins spontanés, car les directives du groupe sont claires. Les témoins de Jéhovah se surveillent les uns les autres. Il existe même des sectes qui ont réussi à faire de chaque membre un gendarme de la mentalité du groupe, favorisant ainsi une sorte d'ambiance schizophrénique. Il existe des groupes patronaux et syndicaux qui ont réalisé la même chose. Ils ont réussi à susciter la méfiance de chaque membre et à surveiller son collègue. Ces 5 caractéristiques ou symptômes ne sont pas seulement constitutifs des témoins de Jéhovah. Nous avons déjà indiqué que ces symptômes sont également symptomatiques de nombreux groupes, journalistes, syndicats, partis politiques, mafias, etc. Autrement dit, tous les groupes sont susceptibles de présenter ces caractéristiques. Il n'y a aucun groupe social qui ne présente pas au moins 2 de ces symptômes. Pour poursuivre la métaphore médicale des syndromes et des symptômes, on pourrait ajouter que ces symptômes affectent des groupes tout comme les brûlures affectent les individus. Il existe des brûlures au 1er, 2e et 3e degré selon la gravité de l'atteinte corporelle. La même chose se produit avec les groupes. Il y a des groupes qui sont affectés par ces symptômes au 1er degré, au 2e degré, etc. Mais je répète qu'il n'existe aucun groupe social qui ne soit sensible à ce syndrome. Le communisme et les religions, étant des phénomènes historiques et politiques et des systèmes qui exploitent très bien la dynamique de groupe, nous offrent une plateforme d'études à la fois lointaine et proche de la réalité canadienne qui peut nous aider à mieux comprendre la réalité politique qui nous concerne tous. C'est pourquoi je vous propose cette petite analyse des groupes. Bye les amis!